Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cet espace sécurité intérieure et défense. On est ravis avec toute l'équipe de SD Magazine de vous y accueillir pour la première fois cette année. On va vous proposer donc au cours des 3 jours qui viennent une série de conférences, débats, interviews, pitch sur des sujets variés que vous pourrez trouver sur l'application du FIC. Et on va commencer tout de suite ce matin avec un sujet sur l'investissement des PME en cybersécurité avec donc nos 3 intervenants. François Matins, vous êtes VP Affaires publiques de 22, une start-up de la Deep Tech qui vient de lever 22 millions d'euros. Et vous êtes aussi cofondateur de Defense Angels. Et également Gilles Daguet, Managing Director chez Tikeo Capital. Vous êtes en charge de la stratégie du Private Equity en cybersécurité. Et enfin, Pierre Auger, VP et fondateur d'Egeri. Bienvenue à tous les 3. Merci d'être là avec nous ce matin. Et donc, on va parler d'investissement, comment on accompagne et on renforce les investissements des PME en cybersécurité. Alors, je vais commencer par vous poser une petite question, Gilles. On voit que l'Europe commence à rattraper un petit peu son retard en matière d'investissement en cybersécurité avec plus de 20% de fonds levés en 2022. Comment on explique ce rattrapage, cette progression, et puis à terme, comment il faut faire pour qu'on continue sur cette belle lancée? Merci Amélie, bonjour à tous. Alors d'abord un chiffre, 2022, c'est 2,5 milliards de levée des entreprises cyber en Europe, effectivement plus 20%, dans un marché où globalement ça a décru, donc la cyber se porte pas mal, face aux États-Unis où évidemment c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est 10 milliards, hein, c'est entre 4 et 5 fois plus. Voilà, donc un marché dynamique, plusieurs explications, et ça on voit en tendance, c'est-à-dire qu'entre 2019 et aujourd'hui, enfin 2022, ça multiplie par 2 à peu près, le financement entre 2 et 3, le financement des PME cyber en Europe. Plusieurs explications, c'est que depuis 4-5 ans, il y a la prise de conscience cyber, avec la digitalisation de l'économie, le Covid qui est passé par là, donc une augmentation de la surface d'attaque évidemment très importante, un écosystème qui se structure, des entreprises qui ont besoin évidemment de plus en plus de fonds pour pouvoir adresser la demande ou le problème, et puis là, dans la structuration, évidemment le financement des entreprises. Nous, on a lancé un fonds complètement dédié à la cybersécurité en France en 2019, ce qui est une originalité puisqu'il n'y en avait pas. C'est le plus gros fonds en Europe, avec 175 millions d'euros. On a 15 participations, dont Egeri. Voilà, donc il a fallu aussi créer un écosystème. Et là, on est sur le chemin pour lancer un fonds successeur, plus gros, pour pouvoir accompagner les sociétés plus longtemps et plus loin. Voilà. D'accord, donc si on veut effectivement continuer sur cette lancée, c'est ça aussi la démarche. Ensuite, c'est ces fonds successeurs qui pourront... Oui, si on veut une alternative à des fonds qui sont plus gros que nous en Europe, c'est-à-dire les fonds américains ou asiatiques, mais surtout américains en cyber, il faut avoir des fonds plus grands et que la collectivité des financeurs européens se fédère pour pouvoir financer des tours de table qui peuvent aller jusqu'à 100 millions d'euros et peut-être 150-200 millions d'euros. Et si on n'a pas cette capacité-là, il y en a qui l'ont et qui vont faire les tours de table à notre place. Donc l'idée, c'est de faire des champions européens de la cybersécurité, si possible avec des fonds européens. On en reparlera un petit peu effectivement tout à l'heure, mais peut-être Pierre aussi, je crois que le gouvernement aussi a annoncé qu'il allait mobiliser plus de ressources à cet effet. Oui, le gouvernement a décidé de lancer en fait un fonds européen poussé par le président en personne. Et donc le but, comme l'a dit Gilles, c'est de réussir à accompagner les entreprises, les startups qui sont identifiées dans une succession de levées au travers évidemment de la réussite d'un projet de déploiement de la technologie à l'international et donc dans un investissement successif auprès d'investisseurs avec des montants qui sont de plus en plus importants à chaque fois et donc qui peuvent être aujourd'hui réalisés par des équipes et c'est le cas de notre série B. Mais il faut faire grossir encore ces équipes, grossir encore ces moyens parce qu'on est sur un marché qui est aujourd'hui international. Il faut absolument réussir à l'international. Il faut réussir à prendre sa place et donc développer à la fois la technologie, continuer à être très fort dans l'innovation, mais aussi dans la partie vente. Et donc on a besoin d'investissements vraiment importants. Et il faut aussi comprendre qu'on a besoin d'investissements enchaînés pour que l'on puisse garder, que les entrepreneurs puissent garder la tête de leur entreprise et donc rester leader de leur projet. Merci Pierre. Alors Pierre et François, d'ailleurs, vous venez tous les deux de lever des fonds.
Quelles sont les prochaines étapes? Une fois qu'on a levé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas le début de quelque chose plutôt? Clairement, lever des fonds, on y reviendra sur le parcours du combattant que c'est en France, notamment quand on est des boîtes dans la deep tech, c'est pas facile. Mais en effet, déjà un truc qui change, c'est que du jour au lendemain, vous avez des investisseurs dans votre board qui viennent vous chatouiller, donc qui viennent vous challenger au quotidien, et Gilles le fait à travers Tikeo. Et c'est à la fois parfois contraignant, et c'est normal, c'est ce qu'on leur demande, mais à la fois très boostant, parce que ça nous challenge et un regard extérieur est toujours bon à prendre. Et en général, quand vous devez les fonds, c'est soit c'est pour continuer à activer votre R&D et donc pouvoir toujours être dans des secteurs qui sont très innovants, être toujours à ce qui se fait de mieux dans l'état de l'art dans votre technologie, recruter de la tech, enfin des ingénieurs, etc. Et recruter aussi du sales, parce qu'une entreprise, c'est quand même là pour vendre. Et donc, il faut aussi des compétences. Et aussi, et ça, on a une vision très franco-française sur certains aspects, mais la profondeur marché, elle est rarement, pour pas dire jamais, que en France. Donc c'est à minimum les marchés européens. Et le plus souvent, je prends l'exemple pour 22, nous, dès l'année prochaine, on va attaquer les marchés américains parce que la profondeur marché, la maturité de la technologie, elle est là-bas. Donc ça, c'est du cash burn très important où, en gros, vous avez un rapport de 1 à 5 entre ce que vous dépensez en France et aux États-Unis. Donc ça demande des fonds, d'où la levée, qui est une étape qui vous permet d'avoir de la visibilité financière pour bien travailler dans des bonnes conditions à 12, 18, 24 mois. Et l'étape d'après, en général, c'est relever des fonds, parce que c'est aussi une logique de deep tech. C'est comme ça coûte cher et la rentabilité est plus longue que dans d'autres écosystèmes, vous devez relever des fonds pas trop longtemps après pour continuer à votre développement. Et vous, Pierre, ça se passe comment une fois qu'on a levé? Pardon, Gilles? Mais ça se passe bien, en fait. On est très heureux parce que moi, j'ai plaisir à dire qu'une nouvelle levée, c'est une nouvelle étape dans l'entreprise. C'est souvent aussi une nouvelle équipe. Dans notre entreprise, on était 80 personnes en fait juste avant la levée. Sur cette année, on va recruter 90 personnes. On a déjà passé le cap des 100 personnes dans l'entreprise. Donc, il y a un vrai plaisir à la construction quand on est entrepreneur associé avec mon associé historique Jean Laroumet. Il y a un vrai plaisir en fait à faire grossir le projet au travers des personnes qu'on peut recruter. Et du coup, moi j'appelle plus d'ailleurs ça des salariés, mais j'appelle plutôt ça des talents maintenant. On cherche vraiment à fédérer les talents dans l'entreprise pour être capable de réussir ce projet. Donc c'est vrai que c'est un parcours du combattant, ce processus de levée, parce qu'il est long, il est difficile, il est assez incertain, il y a une variation émotionnelle qui est très très forte. Mais c'est un exercice obligatoire. On doit, en tant qu'entrepreneur, si on veut porter un gros projet, on doit être capable de construire ce partenariat financier aussi. Ça fait partie du projet de l'entrepreneur. Mais derrière, c'est un vrai espace de liberté, de création, de nouvelles créations avec des nouveaux talents et donc une vraie possibilité d'accélération dans le projet. Et surtout, de projeter en fait la technologie et l'innovation française à l'international. C'est vraiment ça le cœur du sujet aujourd'hui. Si on n'arrive pas à avoir des entrepreneurs qui sont capables de porter un projet qui permettra de projeter l'innovation française à l'international, on risque d'avoir des problèmes assez importants. Oui, tout à fait. On en reviendra justement sur cette question des champions et du rayonnement de l'expérience française. Mais vous avez tous les deux parlé des talents. C'est quand même un enjeu aussi. Les profils, on sait, en cyber sont un petit peu sous tension en ce moment. Comment vous réussissez en fait à attirer ce type de profil? On les paye cher déjà. Je vous prends un exemple. Un jeune diplômé aujourd'hui qui sort dans notre écosystème, il est à 70-80 parce qu'il connaît le marché. Et au-delà du package qu'on vient lui donner, c'est des conditions de travail où nous, on a de plus en plus de gens qui nous disent je vais être en full télétravail. Ouais, mais les valeurs de l'entreprise disent c'est pas mon sujet. Vous en avez d'autres. Et en fait, le problème, objectivement, c'est pas tant de les recruter, parce qu'on y arrive. C'est pas tant de les recruter, parce qu'on y arrive, c'est de les garder. Et je vous prends un exemple. Nous, on a recruté des gens aujourd'hui qui sont à un niveau technique senior. Aux États-Unis, ils ont des propals, ils nous montrent les propals qu'ils ont à 200, 300, 400 000 $ par an. Et même s'ils adorent la France, même si Cocorico est génial, quand on fait des propals où on vous triple votre salaire, on vous donne des conditions aux États-Unis, je comprends que vous puissiez réfléchir. Donc aujourd'hui, le problème, c'est pas tant de recruter, c'est d'avoir une capacité à garder ses talents. Et là, on en revient, certes, les valeurs d'entreprise, c'est super, mais à un moment, le chèque, il faut le mettre. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on lève de l'argent, c'est pour payer cher, et pas dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire beaucoup,
des gens qu'on veut garder parce que ce sont des talents, comme il a très bien dit, et on veut les garder avec nous. En effet, il y a ce sujet de la rémunération, mais il y a un autre sujet, je trouve, on est mis en valeur au travers de ces différentes levées. Ça crée une vitrine qui est très très forte, donc ça permet évidemment d'attirer les gens parce que ça met en valeur le projet. Je pense que la force qu'on a aussi, c'est qu'on peut permettre à des salariés d'être entrepreneurs pendant leur carrière professionnelle au travers de notre projet. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens, et surtout de la nouvelle génération, qui souhaitent développer une partie de leur activité d'entrepreneur, dans leur passion en fait intérieure, au travers de leur domaine professionnel. Et donc c'est une opportunité qu'on leur offre aussi d'être à la fois salarié, d'être talent dans une entreprise, mais d'être en même temps entrepreneur, de contribuer. Moi j'ai le plaisir à dire qu'on cherche vraiment à partager l'ambition de l'entreprise au travers des différents talents qui font partie de l'entreprise. Et c'est quand même, à mon avis, une belle aventure. Et puis après, il y a aussi beaucoup de gens en France qui ont développé une expertise très très forte et qui cherchent aussi à la projeter à l'international, à vivre une aventure internationale, mais en portant un message fort qui est de dire on veut monter haut la valeur de l'innovation française. Et donc du coup, c'est ce qu'on propose à tous ces acteurs. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Vous savez où déposer votre CV maintenant. Et alors, on va revenir sur cette question justement. Gilles, pour vous aussi, la question des champions, de faire émerger ou de faire développer des champions français ou européens, c'est quelque chose qui vous tient au cœur et qui est au cœur de vos objectifs. Comment vous inscrivez justement cet objectif dans votre stratégie, dans un fonds comme le vôtre ? Alors nous, c'est sûr que c'est très important quand on regarde un dossier qui a une dimension internationale. Parce que si les dirigeants n'ont qu'une ambition, c'est une ambition française, ça ne va pas être possible. Comme le disaient Pierre et François, il faut absolument aller à l'international, il faut se frotter au marché. Il y a l'Europe, il faut évidemment que l'équipe puisse s'entourer, il faut un peu d'argent, il faut des talents, donc il faut qu'ils puissent s'entourer pour construire la base du développement international. Et puis évidemment, il y a les États-Unis. Et les États-Unis, c'est carrément un game changer, aussi bien en business qu'en organisation. Parce que je suis en train de le vivre avec des participations du portefeuille. Même si on se prépare, c'est encore différent quand on y est sur place. Moi, dans une participation, il y a le patron, il a carrément été se délocaliser sur place. C'est une condition quasiment nécessaire, mais pas suffisante. Donc il faut vraiment aller, si possible, à l'international le plus loin possible pour se frotter au marché. Parce que, évidemment, la terre cyber, en termes de business, c'est les États-Unis, beaucoup. C'est un marché globalement unifié, contrairement à l'Europe où l'Europe c'est grand mais c'est fragmenté par pays. Donc il faut vraiment avoir cette ambition-là. Et nous, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises dans cette démarche déjà intellectuelle, stratégique et ensuite de people, d'implantation. Donc chez Tikeo, on a 14 bureaux dans le monde. On est assez présent aux États-Unis. On a des operating partners qui sont présents aux États-Unis pour aider les entreprises à réfléchir, à se développer sur place. Voilà, donc on essaye d'entourer les dirigeants dans cette démarche internationale. Et Pierre et François, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez aussi ? C'est même pas on réfléchit, c'est on va le faire. C'est-à-dire que, comme le disait très bien Gilles, nous, d'ici 12 à 18 mois, notre CEO a prévu de partir aux États-Unis. Et comme tu disais très bien, les Américains ont besoin de voir le CEO parce que ça envoie un message fort de dire que si la tête pensante de la boîte s'implante, ça veut dire qu'il y a une logique de créer une relation longue et pérenne. Ça veut dire recruter aussi des ressources sur place parce qu'ils sont très, le plus gros pays communiste du monde, ça reste quand même les États-Unis. Ils sont très conservateurs sur plein d'aspects. Et donc oui, et là je rejoins tout à fait ce qu'a dit Gilles, c'est que c'est indispensable pour nous de mettre des moyens pour l'international. Donc on a déjà nous des bureaux en Allemagne, en Espagne et à Dubaï. Et là, la prochaine étape, qui sera une énorme étape, c'est clairement les États-Unis, où pour nous, il n'y a pas de choix en termes de stratégie. C'est de toute façon, il faut qu'on y aille et il faut qu'on réussisse. Donc on se donne les moyens de le faire. Passage obligé ? Passage obligé, ouais. Enfin, on le dit depuis ce matin, du coup. Oui, un passage obligé. Nous, dans notre étape, on est plutôt sur une projection sur... le but est de devenir leader européen, donc plutôt une projection européenne, avec, comme tu l'as dit, la création en fait, d'agences égéries dans un certain nombre de pays, principalement d'art, potentiellement aussi les pays du Nord, Angleterre, Italie, Espagne, et puis évidemment Emirates aussi, sur lequel on est déjà positionné en amont, avec un principe de revendeurs locaux dans un premier temps, après développement de business, puis ensuite création d'agences. Les États-Unis, il faut beaucoup d'argent. Attention, c'est une belle traversée du désert au niveau marketing, communication et vente.
Et donc, des banques d'affaires nous disent il faut bien prévoir en fait la quantité d'eau avant de s'engager dans cette traversée. Mais en effet, je pense que toujours dans cette excitation de la promotion de l'innovation française et le côté compétiteur, hein, je pense qu'il nous caractérise tous quand on est entrepreneur. Sinon, je pense qu'il ne faut pas se lancer dans cette vie professionnelle. On a envie de se confronter en effet au terrain des Américains. Après, ils ont une arme tellement puissante au travers du marketing et une puissance d'investissement qui est colossale. Du coup, je pense qu'il faut être très malin, très organisé, il faut bien préparer. Nous, ça tombe bien, on est avec notre solution Égérie dans l'anticipation du cyberrisque. Là, donc, on prend encore notre temps et on cherche encore à trouver les meilleurs scénarios. On est en train d'en tester un certain nombre, mais il faut être assez prudent avec l'attaque américaine. Juste pour rajouter quelque chose là-dessus, en fait, on a l'impression quand on est en France que quand on va aller aux États-Unis, ça va être pareil. Sauf qu'ils ne nous attendent pas, puisqu'en fait, sur place, ils ont déjà tout un tas de solutions technologiques d'entreprises qui peuvent proposer plus ou moins la même chose. Et deuxièmement, c'est les rois du marketing et souvent avec des produits qui sont moins bons. Alors que nous, on arrive avec notre casquette d'ingénieur, on se dit on a un bon produit, donc ça va marcher. Et ben non. Souvent d'ailleurs, le produit, c'est pas exactement le même, il ne va pas être vendu de la même manière, le pricing ne va pas être le même, et les interlocuteurs ne vont pas être les mêmes qu'en Europe. Donc c'est vraiment un nouveau marché, il faut vraiment considérer que c'est comme si on recommençait la création de la société dans un nouveau territoire. Il ne faut pas juste transposer, sinon on est sûr de se planter. Et si je peux permettre d'ajouter, il ne faut pas qu'en France on ait ce syndrome de l'imposteur. Et objectivement, quand nous on échange avec les Américains, les gens qu'on a sur place, le savoir-faire français en termes de cyber, en termes de deep tech est largement reconnu. Et moi, pour avoir été il y a quelques années aux États-Unis, j'avais rencontré une vingtaine d'entrepreneurs de la tech et il m'a dit mais les 3/4 de nos CTO sont français. Parce que vous avez parmi les meilleures écoles du monde, que ce soit Normal Sup, que ce soit les grandes écoles d'ingénieurs, etc. Et le savoir-faire, c'est-à-dire le fait d'être français, donne déjà une plus-value en termes d'expertise dans certains domaines. Il fait en revanche, aucun de nos directeurs de la com, du marketing ou de la stratégie sont français parce que vous êtes mauvais. Et donc du coup, c'est là où il faut arriver avoir conscience de nos lacunes, mais avec une vraie expertise. Et ouais, c'est risqué, mais ça se saurait si on réussissait sans prendre de risques. Donc c'est un risque à prendre. On est accompagné par des fonds qui misent sur nous, qui prennent un risque aussi à leur niveau. Et franchement, il faut qu'on n'ait aucun complexe à se dire que le marché américain est tout à fait jouable. Et en plus, en termes de dimension, c'est sans commune mesure. Quand on voit que nous, on attaque potentiellement des petites administrations, c'est des budgets en milliards de dollars, là où nous, en France, on se bat pour avoir quelques centaines de milliers d'euros. Donc oui, ça coûte cher d'y aller, mais si ça marche, en fait, on passe tout de suite dans une énorme dimension, un game changer qu'on ne pourrait jamais avoir en France, et même, je pense sincèrement, pas à l'échelon européen. Et je pense que c'est un des intérêts aussi de la succession des levées, c'est de permettre aux entrepreneurs de développer toutes ces compétences dans tous ces domaines. Parce que réussir un projet, on parle beaucoup de technologie en fait, en cybersécurité, on parle beaucoup d'ingénieurs, de techniques. Mais en fait, on se rend compte que pour réussir un projet, il faut des talents, il faut une capacité de recrutement, il faut du marketing, de la communication, du marketing produit. Donc il y a plein, et il faut aussi un directeur financier à un moment donné pour être capable de gérer les aspects de subvention, de placement et la relation avec les fonds au travers des KPI qui nous sont demandés et qui sont assez précis. Et donc du coup, il faut un temps à l'entrepreneur parce qu'il vient toujours d'une compétence qui n'est pas globale, mais qui est en général plutôt technique sur les sujets de la tech et de la cyber. Et donc du coup, il faut vraiment du temps pour se faire entourer, pour comprendre et pour monter en compétence sur tous ces sujets et donc bien comprendre la complexité des nouveaux terrains de jeu sur lesquels on est en train de se projeter. C'est l'intérêt d'élever, elles nous donnent du temps, elles nous permettent aussi d'avoir des moyens pour avoir ces talents et donc du coup de monter en compétence sur cette panel de compétences. Et puis quand on en parlait avec Gilles juste avant cette scène, c'est aussi être capable d'accepter de se faire entourer de gens qui sont beaucoup plus forts que nous sur tout un tas de sujets sur lesquels on n'est pas compétent. Et donc on leur donne la responsabilité. Donc moi je suis ravi que l'équipe grossisse grâce à cette nouvelle levée et vraiment d'entourer de gens qui ont une compétence énorme sur des sujets sur lesquels on n'aura jamais. Mais au contraire, travailler du coup en équipe et proposer du coup une équipe puissante qui permet de réussir ce projet ambitieux. Merci. Et François, on en discutait, mais une prochaine étape, ça pourrait être par exemple une série B. Est-ce qu'on peut envisager, ou vous pouvez envisager, de lever auprès de fonds autres que français ? Alors, nous, on a fait une belle série A, donc on a levé 22 millions d'euros, ce qui est en France est plutôt dans le haut du panier. Bon, il a levé 30, c'est pour ça il est très bien. Et donc voilà, mais clairement, et encore une fois, moi je le regrette, surtout que j'ai une double casquette, je gère ma schizophrénie, parce qu'à côté de ça, j'ai monté un véhicule d'investissement aussi.
c'est très difficile de passer à l'étape d'après. Aujourd'hui, si vous voulez, le ratio, c'est quand vous faites une série A, on va prendre des chiffres ronds, à 25 millions d'euros. La série B, globalement, elle fait 4 à fois 5 ça. Donc vous tapez sur une barre à environ 100 millions d'euros. C'est très difficile en France, pour ne pas dire aujourd'hui impossible, de trouver des fonds qui ont une dimension, une capacité à mettre autant. À la limite, à l'échelon européen, et on prenait des exemples tout à l'heure, aujourd'hui, toutes les boîtes que nous, on connaît dans la deep tech, qui ont dû passer cette étape de la série B ou la série C, elles n'ont pas réussi à le faire avec des fonds français. Et là, ça pose une vraie question, et je reviens à ce qui était dit juste avant par Gilles, c'est être capable de dimensionner, de fédérer des fonds qui sont une taille critique, qui permet aujourd'hui d'aller challenger des fonds anglo-saxons ou asiatiques qui, eux, arrivent à mettre des tickets. Donc il y a une notion de crédibilité par rapport, en gros, à votre poids et à vos muscles que vous avez. Et après, il y a un sujet aussi de capacité à se projeter à l'international. Aujourd'hui, nous, on sait qu'en série B, de par notre stratégie américaine, si on veut avoir une crédibilité sur le marché américain, il faudra forcément qu'à un moment, alors en minoritaire, mais à mettre des capitaux américains, parce qu'ils vous ouvrent des portes quand même, et ça vous donne une crédibilité à attaquer des marchés anglo-saxons, parce que votre capital, il est un peu quand même anglo-saxon. Donc ouais, c'est un vrai sujet de fond qui est stratégique pour la France, et objectivement, je trouve que nos pouvoirs publics ne se sont pas vraiment encore énormément penchés sur la question, mais ça vient surtout du secteur privé qui doit travailler en lien avec les autorités publiques pour se dire la souveraineté, elle passe certes par l'industrie, elle passe certes par plein les talents, etc., mais elle passe aussi par les leviers financiers. Et aujourd'hui, clairement, on ne part pas en avance vis-à-vis des Américains asiatiques qui ont des capitaux qui sont quand même assez énormes. Non, alors en tant que fonds d'investissement, il n'y a aucun problème à travailler avec des fonds non européens, à condition que ce soit dans une dimension gagnant-gagnant. Effectivement, il faut que ce soit dans des proportions raisonnables pour le développement de la société, l'entente entre les coactionnaires aussi. Mais effectivement, aller se développer aux États-Unis un peu massivement sans avoir de fonds américains, au-delà du quantum financier, c'est bizarre, ce serait bizarre. C'est plutôt dans le sens partenariat qu'il faut imaginer d'avoir des fonds américains ou nord-américains, parce qu'il y a aussi le Canada, de ce développement. C'est important. En plus, eux-mêmes ont des réseaux que les entrepreneurs n'ont pas, que les fonds européens n'ont pas, des réseaux pour recruter, des réseaux pour faire du business, de la R&D. Donc il faut profiter de ces effets de levier. Donc sens partenarial, oui, bien sûr. Tu voulais réagir, Pierre ? Non. Non. Et peut-être une question pour clôturer tout ça, mais on parle, il y a cet objectif de devenir une licorne. Est-ce que c'est un objectif ultime pour une société qui démarre ? Alors moi j'adorerais, capitalisation 1 milliard évidemment, mais au-delà de ça, c'est même pas un objectif. On ne dit pas dans un portefeuille de 15 sociétés, on va avoir 5 licornes. Il faut vraiment que les sociétés puissent se développer. Et pour aller au point B, pour aller du A au point B, il y a tout un chemin. Il faut que la tendance soit comme ça, mais d'expérience, parce que ça fait un petit moment que je fais ce métier-là, on voit que le trend, il peut être comme ça, mais il y a de la fluctuation. Ça peut être une sinusoïde un peu compliquée. Donc la licorne en tant que telle, évidemment, dans l'absolu, c'est génial. Il faut quand même savoir que la valorisation, c'est bien, mais en tant que fonds d'investissement, il faut pouvoir vendre la participation derrière. Donc avec la chute des marchés financiers, boursiers, l'année dernière et cette année, c'est compliqué. Donc voilà, donc la licorne, oui, dans l'absolu, mais bon, il y a quelques licornes qui ont eu la corne rabotée, là, je pense. Oui, évidemment, la licorne, ça fait rêver, c'est un peu l'exemple, mais il ne faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt. Puis, il y a quand même, vous avez beau mettre tous les ingrédients pour que ça réussisse, il y a un facteur chance qui est inéluctable. Et je vous dis, nous, on a levé 22 millions d'euros, on est très contents, mais on a galéré. On sait que si on avait levé peut-être 2-3 ans plus tôt, on aurait levé beaucoup plus, avec des valos beaucoup plus importantes. Parce qu'il y avait une bulle, alors encore une fois, la problématique des bulles, on ne va pas y revenir, mais donc... Et pourtant, la boîte, elle n'était pas meilleure, il n'y a pas un problème de stratégie différent, c'est juste qu'on était dans une conjoncture qui faisait que... Et là, inversement, si on voulait lever des fonds à partir de maintenant, ce serait beaucoup plus compliqué que quand on a commencé il y a 1 an et demi, alors qu'on est ISO compétent, et on dit donc il y a un facteur chance où il ne faut pas se dire qu'une boîte, elle est très belle parce que c'est une licorne. Bon, en général, il n'y a pas trop de hasard. En revanche, c'est pas parce que vous n'êtes pas une licorne que vous n'êtes pas une boîte incroyable qui peut être une très belle success story. Donc, ouais, c'est bien, il y a du marketing et maintenant avec le Next 40, FT120, on met en highlight ces boîtes-là et
très bien sur elle et j'espère qu'un jour 22 le sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans avec Egeri, parce qu'ils auront levé 200 millions d'euros. Mais voilà, l'idée c'est de ne pas se mettre ça comme une finalité et d'être frustré si on n'est pas une licorne, parce qu'on peut faire des choses très belles sans avoir cette corne sur le front, quoi. Ouais, l'important dans le projet, c'est surtout le plaisir que l'on prend, hein. On travaille énormément. En fait, voilà, il y a une mise en lumière qui est très forte au moment d'élever. Mais voilà, avec mon associé, ça fait plus de 20 ans qu'on est entrepreneur. En fait, c'est un projet qui date de plus de 15 ans maintenant. Donc, c'est énormément de travail. Il y a un jeu un peu autour de communication, hein. Et pour moi, c'est du marketing autour de la licorne. D'ailleurs, un petit moment rigolo, c'est qu'un de nos fonds d'investissement nous a offert un chameau à défaut de licorne en nous disant que c'était une étape intermédiaire. Faut pas oublier que notre partenaire financier, en fait, il est là pour gagner de l'argent. Et donc, du coup, l'important pour lui, c'est pas d'obtenir une valorisation de licorne à 1 milliard, mais c'est d'être sur un projet de collaboration avant tout. Gilles l'a dit, hein, c'est un partenariat humain avant d'être un partenariat financier. Et puis après, c'est sur une croissance d'entreprise. Et en effet, la croissance, elle ne sera pas linéaire. Donc, si on peut atteindre ces niveaux, eh ben, ça sera que plus beau, je pense, pour l'équipe et pour le projet, mais aussi motivant pour le marché à titre d'exemple pour les autres entrepreneurs. Mais comme tu l'as dit, hein, je pense que l'important, c'est de se faire plaisir et que le projet ait du sens, qu'il y ait de plus en plus de monde qu'on arrive à intégrer dans ce projet et qu'on arrive à aller de plus en plus vite, plus loin. Merci, c'est joli de finir comme ça. En fait, pour résumer, là, tout cet enjeu, là, c'est un sport d'équipe, à la fois au sein de l'entreprise et de la société qui va grossir, entre la société et ses partenaires financiers, entre les partenaires financiers privés et les fonds publics. Donc tout ça, c'est une grosse collaboration. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions? Quelques petites minutes? Non. C'était clair et limpide et parfait. Bah, merci à tous les trois. Au revoir. Ça s'éteint.